Pour ce cycle de conférences et tables rondes en salle Colbert, à l'occasion des rencontres régionales sud de la Défense à Toulon. Troisième sujet de l'après-midi que nous abordons, c'est celui des enjeux du maintien en conditions opérationnelles. On va parler de formation, on va parler de digitalisation, on va parler de recrutement, entre autres, puisqu'on va parler de bien d'autres sujets. Pour parler de tout ça, on accueille Jean-Yves Bayer, qui est chef d'entreprise, qui est surtout aussi le délégué régional de l'AFIM, l'Association française des ingénieurs et responsables en maintenance. Karim Khalfan, qui est anciennement chercheur, qui est membre du bureau de l'AFIM au niveau national. Olivier Regnault, il est chef de la division système de combat au CEPN, le Centre d'expertise des programmes navals. Et Éric Joffre, qui est directeur adjoint de l'IUT de Toulon. Et Jean-Luc Battista, qui est responsable synthèse aéronef, ingénieur pour la marque ATL2 à l'AIA, l'atelier industriel d'aéronautique de Cuers, Pierrefeu. Messieurs, maintien en conditions opérationnelles, j'ai envie de vous poser la première question. Dans le contexte actuel, le contexte de crise militaire notamment, est-ce que justement ce contexte-là met peut-être un peu plus de relief au MCO qu'auparavant? Qui veut répondre à cette question? J'arrive. Peut-être Olivier et Jean-Luc Battista. Je vais prendre la parole le premier. En fait, des matériels plus disponibles, c'est plus de puissance, c'est plus d'efficacité. Donc finalement, à investissement constant, on peut étendre les capacités opérationnelles. C'est vrai dans l'industrie aussi. Après, indépendamment de la partie purement militaire, la maintenance, le MCO, c'est quand même le pilier de l'économie circulaire. Et on voit qu'avec les problèmes d'approvisionnement qu'on a, faire durer des biens plus longtemps, c'est pas qu'un enjeu environnemental, c'est également un enjeu stratégique, c'est-à-dire pouvoir continuer à fabriquer, produire de l'énergie, produire de l'eau potable, fabriquer les produits dont on a besoin au quotidien et assurer une certaine forme de résilience. Olivier, Jean-Luc. Alors, normalement, il est allumé. Ouais. C'est quel numéro? Le micro? C'est le numéro 2. Le numéro 1. On peut en régie envoyer le micro numéro 1. C'est bon, il est branché. Eh non. Non, mais on va prendre un autre. Eh bien non plus. Alors. Oui, pour reprendre les éléments de Jean-Yves, je suis tout à fait d'accord. En fait, effectivement, dans une situation de crise, ce qui compte, c'est d'avoir la pleine disponibilité du matériel, la pleine résilience. Et donc, effectivement, cet enjeu de MCO est aujourd'hui crucial, notamment pour les armées. Je ne vais pas en rajouter. Jean-Luc Battista, pour l'aéronautique. Vous m'entendez? Oui. Oui, bon, évidemment, l'enjeu, la disponibilité est majeure et évidemment, c'est plus de disponibilité, c'est plus de capacité opérationnelle. Donc, plus de matériel dans les forces, moins de matériel en entretien, en présence dans les ateliers d'entretien, donc plus de disponibilité et de choix pour les opérationnels. Donc, c'est la mission première, évidemment, de faire en sorte que la disponibilité soit réduite, optimisée. Et pour cela, évidemment, aujourd'hui, les enjeux étaient présents par le passé, le sont encore plus aujourd'hui dans nos missions. Enfin, en tout cas, moi, dans une entité étatique et industrielle étatique, au service des forces, sur mon programme et puis sur les autres, on est dans cette démarche, évidemment. Pour optimiser, on n'a pas attendu la crise non plus. Il y a deux choses que je voudrais emprunter de la table ronde précédente, c'est unité de lieu et être à l'heure, donc qui a été évoqué par le président du RCT et puis par l'entraîneur Franck Azema par rapport au nouveau centre du RCT. Donc pour faire la transition, si je peux me permettre, unité de lieu c'est important, unité de lieu dans l'entretien. Donc un site de maintenance a besoin de soutien, donc le soutien en termes de supply chain, et ça c'est important en termes de rupture d'approvisionnement, de risque de rupture d'approvisionnement. Donc il y a des choses qu'on peut plus difficilement maîtriser et des choses qu'on peut maîtriser quand on est un peu plus dans une unité de lieu. Et une unité de maintenance a besoin de soutien en termes à travers deux autres processus, un processus de maintenance et puis un processus de fabrication et un processus de conception.
Alors, j'ai la chance d'être dans une entité, la Yacht Kasperfeu, que vous avez cité, qui possède ces 3 processus qui interagissent en permanence pour servir à la maintenance, c'est le cœur de métier, mais avec des processus vraiment présents. Et évidemment, pour alimenter ce processus, il faut une supply chain, de l'anticipation, du stock stratégique, et puis vraiment travailler un prévisionnel le plus optimisé pour alimenter donc les besoins, ce qui est prévisible dans l'entretien et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire voilà, pour les aléas, les solutions de réparation qui peuvent venir aux sorties des expertises dans la maintenance d'une chaîne aéronef. Je dis au hasard, par exemple, l'Atel 2. Bon, voilà. Et puis derrière, garder quand même le même objectif de disponibilité et de temps d'immobilisation. Parce que derrière, par contre, le besoin opérationnel est toujours présent et même, on le voit aujourd'hui, augmente ou peut être, disons, en besoin d'augmentation. Alors, Voilà. donc on voit qu'effectivement, on ne va pas rentrer dans les détails bien évidemment, mais le contexte actuel met en relief davantage cette question de la disponibilité, mais il a toujours été présent. Karim Khalfan, vous êtes enseignant-chercheur dans le domaine de la maintenance. Vous passez votre carrière à promouvoir ce métier-là, à promouvoir cette culture-là, j'ai envie de dire. Est-ce que ça avance ? Alors, je ne vais pas vous faire le coup de vous dire, je vous l'avais bien dit, ça fait, oui, allez, une dizaine d'années, même plus, qu'à la FIM, on tire la sonnette d'alarme en disant, attention, vous allez avoir des problèmes de recrutement. Attention, vous allez avoir des problèmes de recrutement. Eh bien, maintenant, on y est. Donc, je ne dis plus attention, maintenant, on y est. La question est toujours la même, que fait-on ? Il faut quand même savoir que les demandes, c'est de l'ordre de 40 000 en entreprise, et le nombre de diplômés, 20 000. Cherchez l'erreur. Hein. Donc je ne sais pas comment vous allez faire, mais il faut faire quelque chose. Et là, maintenant, ce n'est plus des incantations, ça devient urgent. Moi, j'ai bien apprécié la présentation tout à l'heure, où utiliser le rugby pour mettre en avant les métiers industriels. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, on disait, si tu ne travailles pas à l'école, tu finiras à l'usine. Eh bien, aujourd'hui, c'est une chance. Parce qu'en maintenance, dans les usines, c'est des métiers de haute technologie, ça bouge tout le temps, c'est le métier anti-routine, mais on n'arrive pas à convaincre les jeunes et surtout les parents. Et donc l'idée, c'est de dire, quand il y a des salons industriels comme là, il faut faire venir les gamins, donc les classes de 3e et de seconde, mais aussi les parents. Convaincre les parents de voir en fait tout ce qu'il y a comme installation. Enfin, c'est comme un magasin de jouets, un peu, hein, quand on est passionné du domaine, mais au moins, ça va peut-être changer l'image des métiers industriels. Olivier, vous partagez ce constat ? On verra ça du côté de l'université de Toulon. Je le partage, d'autant que si vous avez bien regardé les stands actuels, vous avez un stand de l'école de navigation sous-marine qui finalement est un peu emblématique de ce que vient de dire mon camarade de droite, c'est-à-dire que là aussi, si vous voulez attirer des bonhommes dans les forces sous-marines, comment on peut faire ? C'est ouvrir nos portes dès la 3e, d'accord ? Et puis après suivre ces gamins et éventuellement leur proposer des stages, comme vous pouvez aller voir là, des stages d'ingénieurs qui permettent aux jeunes de prendre conscience des enjeux, de prendre conscience de la technologie aussi qui est en jeu, qui est disponible, et donc derrière de créer entre guillemets des vocations. Alors après, si vous allez voir le stand de l'ENSM, là, vous apercevrez que parmi les jeunes qui sont en place, il y en a un pourcentage de l'ordre de 25% qui sont attirés par le métier de militaire, et les autres, globalement, ils sont prêts pour l'industrie et pour aller travailler chez Naval Group, chez Thales, etc., etc. Donc je pense que, comme le dit mon camarade de droite, il est temps de faire des choses, et notamment c'est d'ouvrir les portes et de faire découvrir les métiers aux jeunes. Éric, Joffre, et peut-être Jean-Yves et Jean-Luc ensuite, parce que les problématiques, elles sont partout. Oui, je ne peux que rejoindre l'avis de mes deux collègues à ma gauche. Il est évident que, alors j'ai la chance de représenter donc l'IUT qui porte des formations de maintenance. Il est clair que le mot maintenance ne fait pas rêver. Il est très difficile d'attirer les jeunes bacheliers, on est à l'époque des résultats du bac, vers les métiers de la maintenance. Nous, chaque année, on ouvre des places pour ces formations et nous n'arrivons pas à pourvoir ces places, à les fournir. Donc il est temps de mettre en place des actions. Alors mes collègues ont évoqué quelques pistes.
Moi, je pense aussi que l'entreprise, l'industrie doit œuvrer au sein même de la formation. C'est-à-dire qu'on doit ouvrir nos formations aux entreprises pour développer des enseignements peut-être plus parlants, plus concrets, mettre en place des scénarios authentiques pour que nos jeunes puissent ainsi se rattacher à du concret, peut-être encore plus qu'avant. Ça fait partie donc des choses que nous, on commence à évoquer, à mettre en place à l'IUT, pour essayer de redorer un petit peu ce blason de la maintenance qui n'est pas bon aujourd'hui au sens d'un lycéen ou de ses parents. Et pourtant, le métier a bien changé, hein, ça a été rappelé par Olivier ou par Karim. Vous avez adapté votre offre de formation, vos méthodes pédagogiques également à cette nouvelle donne, parce que c'est très digital aujourd'hui. Tout à fait. Donc, toutes ces difficultés, nous, on les sent arriver, comme Karim le disait, il y a déjà plusieurs années. Les formations, c'est quand même des grosses machines qu'il faut faire évoluer avec le temps. Et là, effectivement, nous, on a mis en place à l'IUT donc ce qu'on appelle une approche par compétences, c'est-à-dire de former, comme je l'ai dit, sur des scénarios authentiques de façon à donner davantage de concret, et avec l'aide d'industriels qui participent avec nous à cette formation. Jean-Luc Battista, côté avion, vous n'êtes pas épargné non plus par ces problématiques de compétences ? Absolument pas. Enfin, on parle de méta en tension, je dirais même en surtension. Aujourd'hui, les exigences, je me répète, de besoins opérationnels sont importants en termes d'activité, et évidemment, les recrutements ne sont pas à la hauteur. Enfin, on n'a pas assez de candidatures par rapport aux besoins, et les candidats qui se présentent n'ont pas forcément toujours le niveau requis. Donc là, il y a un constat. À partir de ce constat, il y a un vrai travail. L'apprentissage s'est implanté aujourd'hui, maintenant, depuis un grand nombre d'années, et c'est très bien, c'est louable. Il faut le consolider. Il faut consolider les liens avec les entreprises. Et puis surtout, on parle de centres de formation, de créer de nouveaux centres de formation, ça c'est important. Je pense de formation de proximité. Je pense qu'il y a besoin, dans le pratique, de créer nos tuteurs, les parrains d'apprentissage doivent, à mon sens, aussi, s'ils le souhaitent, s'intégrer en intervenant en sociopro, j'en ai fait partie, au sein de la formation initiale, au sein des centres de formation, pour travailler ce lien et amener l'évolution dans les besoins d'apprentissage. Créer du lien et puis fidéliser nos apprentis, et puis pouvoir les intégrer après dans les entreprises, dans les activités, dans les institutions, pour pouvoir après permettre de développer. Pour ça, il faut vraiment une harmonisation, vraiment travailler sur une captation. On va donner un exemple, on a besoin de ce qu'on appelle chez nous les tauliers, les chaudronniers. Un chaudronnier, à la base, c'est un chaudronnier avec un métier valorisant, qu'il faut valoriser. Bon sens, il est valorisant. Et ce métier, il peut avoir un socle commun. Et ce socle commun peut servir le naval, l'aéronaval, l'aéronautique. Et après, les spécialités peuvent venir par la suite avec le lien, avec le parrain d'apprentissage, avec l'entreprise et les instituts de formation qui peuvent être créés. Et c'est vraiment ce travail à travers des compétences. Il faut travailler sur le besoin de compétences, à mon sens. Centre de formation, institution, on n'en manque pas. Par contre, comment capter et travailler les besoins d'apprentissage vers une évolution demain des nouveaux métiers. Et à mon sens, c'est ce qui est important. Je vais te faire une parenthèse, c'est vrai c'est très bien, on fait une table ronde, je vois quelques jeunes dans l'Assemblée, et je rejoins Jean-Yves sur le fait qu'il faut beaucoup, à mon sens, je souhaiterais peut-être un jour dans une prochaine table ronde, beaucoup plus de jeunes dans l'Assemblée qui peuvent entendre la bonne parole de la maintenance et de ces métiers qui sont, quand on les côtoie, enrichissants. Et qui ont du sens, qui ont du sens. On sait qu'aujourd'hui, les jeunes générations recherchent du sens. Là, ça a parfaitement du sens. Et dans le monde de la défense, particulièrement. Ouais. Jean-Yves Bayard. Oui, donc effectivement, le collectif, c'est important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller vers une dérive qui va consister à ce que chaque grande entreprise crée son école de formation. Ça se fait. Mais à un moment, quelque part, finalement, on va jouer pour sa paroisse et on va détourner peut-être une partie de la population et la prendre au détriment d'une autre industrie. Donc ça, c'est pas souhaitable. Quand on se plaint de se dire on ne trouve pas les compétences, on n'est pas là, c'est ce que disait Jean-Luc, il faut aller dans les universités, les formations sont là, elles existent, les enseignants sont ouverts parce que les élèves sont en demande, ils veulent voir du concret, ils veulent voir du tangible, ils veulent savoir pourquoi ils apprennent un concept mathématique ou physique, ils veulent pouvoir l'appliquer. Et donc avec l'IUT, avec la FIM, on a imaginé plusieurs actions possibles des entreprises, notamment le don de matériel
Il y a des matériels qui dorment dans des entreprises de fabrication, qui sont neufs, parfois emballés, et qui peuvent servir de support en fait, de cours à des travaux pratiques ou à des parcours justement par compétences. Et c'est surtout l'intervention des socioprofessionnels, mais pas que des grands groupes. Hein. J'attire l'attention sur les PME. Venez, je veux dire, dans les PME, et notamment dans les PME régionales et de proximité, il y a des compétences, il y a de l'expertise qui a peut-être été transférée à un moment des grandes entreprises. Donc c'est cette expertise-là, il faut la capitaliser. Et la PME, quelque part, elle va jouer fatalement collectif parce qu'elle ne va pas mobiliser non plus, elle ne va pas pouvoir recruter toute une promotion, mais elle va apporter sa vision et quelque part, cette compétence et cette expertise qui vont faire la différence sur une formation. Peut-être la typer, et si on parle de la défense ou on parle de technologie, par exemple, avec l'IUT, il est envisagé de faire une spécialité, ou en tout cas une dominante sur les milieux contraints. Donc tout ce qui est radiologique, risque explosif, et qui va servir aussi dans l'industrie, mais qui est une spécificité locale. Eric, il y a besoin effectivement de cet apport du tissu extérieur, de l'écosystème dont on parle. À mon sens, c'est indispensable. C'est indispensable. Il n'y a pas mieux qu'un industriel qui connaît ses besoins et qui peut ainsi les exprimer par rapport aux étudiants et évaluer les étudiants au travers des compétences qu'ils recherchent. Donc c'est quelque chose de primordial. Moi c'est vrai que je le déploie déjà sur une licence pro maintenance navale que j'ai accompagnée il y a 4 ans déjà, où 50% des enseignements sont assurés par des professionnels. Et ça donne donc une formation qu'on appelle professionnalisante. Et les jeunes qui en sortent sont ainsi adaptés au milieu dans lequel ils vont s'insérer très rapidement. Donc c'est primordial. Karim ? Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc il y avait le recul. Ouais. Voilà, je suis testeur de logiciels à cause de ça. Hein. Bon, là, ça marche. Donc en fait, la FIM intervient dans la commission pédagogique nationale. Et donc, c'est celle qui définit le contenu de la formation et qui fait des expertises pour vérifier que c'est bien appliqué. Et donc, la force qu'on a, nous, au niveau des instituts universitaires de technologie, c'est qu'il y a un diplôme national, mais ensuite, il y a de l'adaptation locale. Alors, je vous laisse deviner à Toulouse quelle va être l'adaptation locale. Chez nous, je suis à Strasbourg. Hein. Strasbourg, on n'a pas forcément besoin de l'aéronautique. Ici, c'est le naval. Mais pour revenir à ce que disait Jean-Luc, qui sait ce que c'est un chaudronnier? Non, il ne fabrique pas de chaudron, hein, c'est fini ça. Hein. Ça a bien changé. Donc, comment voulez-vous attirer des jeunes vers le métier de chaudronnier, qui est très très dur à trouver, donc avec de très bons salaires? On ne sait même pas ce que c'est demander à des parents. Que fait un chaudronnier? Il fait des chaudrons. Non, pas vraiment. Ça veut dire quoi? Qu'il faut changer les nomenclatures de métiers? Ça veut dire qu'il faut repenser la communication? Il faut expliquer, il faut les faire venir dans les salons pour qu'ils puissent voir, mais pas que les jeunes, mais aussi les parents, parce qu'il y a un changement de mentalité à avoir. On oublie que la maintenance est une brique essentielle de l'industrie du futur. Sans maintenance, vous ne faites rien. Il n'y a pas de futur pour l'industrie. Si. Vous ne remplacez rien, vous jetez et on rachète autre chose. On refait du neuf. Eh bien non, ce n'est pas très durable tout ça. Donc c'est vraiment une brique essentielle, la maintenance. Maintenant, c'est vrai que quand un système fonctionne, personne ne viendra vous dire « Ah, merci Bernard, grâce à toi, ça marche très bien ». Non, c'est naturel. C'est normal. Mais c'est parce que normal tu que ça marche. quelque chose en amont. Si ça ne marche pas, c'est à cause de la maintenance. Olivier, il faut changer carrément l'image. Quand on parlait de nomenclature de métiers inconnus, chaudronnier, il y en a sans doute d'autres, bien d'autres, y compris dans la Marine nationale. Il faut aller au contact, il faut changer l'image, il faut faire quoi? Je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, et je crois en ça. Il y a un exemple concret qui n'est pas très loin d'ici, mais en fait, qu'est-ce qu'on a vu dans les forces sous-marines? On a un problème de RH, d'accord, qui est quand même assez prégnant. Et on s'est dit, on va essayer de prendre les choses par le bon bout. Et on va essayer finalement de prendre contact déjà avec l'éducation nationale et de s'intéresser à des périodes un peu clés de l'orientation des jeunes, qui sont la 3e, globalement la première, la terminale, et puis après Bac+2. Et ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est une sorte de suivi longitudinal des gamins, c'est-à-dire dès la 3e, avec des stages de 3e intéressants, c'est-à-dire on n'est pas assis à côté de papa ou de maman ou de tonton et de tati, non, on présente un métier avec une vision à 360 degrés, et à partir de là, on commence à s'intéresser aux gamins, avant même qu'ils s'intéressent à nous, et puis après, des rendez-vous bien spécifiques.
Et globalement, en essayant en permanence de tirer le jeune vers le haut et de lui montrer en fait toutes les possibilités qui lui sont offertes pour la carrière de marin et de sous-marinier notamment. Voilà. Alors, la maintenance a bien évolué, il n'y a plus la clé à molette, quoique Karim il maintient qu'il y a toujours la clé à molette pour faire de la maintenance, il en faudra toujours. C'est encore un métier qui a bien évidemment été touché de plein fouet par la digitalisation, par le numérique. Je vais vous demander jusqu'où et quelles sont les perspectives aujourd'hui d'évolution des métiers de la maintenance. Ça va complètement changer ou est-ce que finalement on va garder quelques fondamentaux? Comment vous voyez les choses? Qui veut commencer, Karim? Alors c'est une très bonne question, mais oui, effectivement, tous les outils vont changer. On aura des portables, on aura des tablettes, on pourra interroger à distance pour savoir. Alors, tout ça, c'est formidable, mais on n'oublie pas les fondamentaux quand même. Donc, une tablette qui me dit qu'il faut changer le roulement, si j'en ai jamais vu de ma vie, je vais être bien avancé. Hein. Donc, on garde les fondamentaux. Par contre, c'est l'outil qui change. Imaginons que je sois d'astreinte. Bon, maintenant, ça existe, l'astreinte. C'est le week-end, et ben c'est juste à ce moment-là qu'il va y avoir une alerte, hein, juste avant que les amis viennent dîner. Et ben là, aujourd'hui, on se connecte, on regarde, et comme on connaît sa machine, on se dit, c'est bon, ça peut attendre encore demain. Donc, du coup, en qualité de vie, c'est quand même très important. Et quand on discute avec les gens qui sont sur le terrain, ils disent, oh oui, vous parlez de maintenance avec des trucs connectés. Moi, j'aimerais déjà avoir ma clé de 13 dans ma caisse à outils quand j'en ai besoin. Parce qu'il y aura la 12, hein, la loi de Murphy, tout le monde connaît. Et bien moi, j'avais dit un jour en plaisantant, oui, ça serait bien qu'il y ait des outils connectés, qu'on sache où il est. Et bien, figurez-vous qu'il y a une start-up qui l'a fait. Donc, on peut savoir où est l'outil. Où on a laissé quel est le collègue qui l'a piqué. Ce qui, dans certains secteurs, est important. Donc, c'est des métiers qui évoluent, mais c'est passionnant, c'est technologique, c'est à la pointe, et c'est le métier anti-routine par définition. Il n'y a jamais deux interventions identiques. Messieurs, et c'est aussi très bien, et c'est très rémunérateur en fait. Enfin, c'est rémunérateur. Disons que c'est les salaires moyens des techniciens ingénieurs qui travaillent dans la maintenance sont au-dessus des autres. C'est un métier qui est en tension. C'est un métier qui n'est pas touché par la l'ubérisation ou la digitalisation, puisque les robots ne vont pas se réparer tout seuls, hein, pour le moment. Enfin, en tout cas, on a quelques dizaines ou peut-être centaines d'années, le temps que ça arrive. Et donc, ce qui fait que ça donne de la perspective. C'est un métier qui est en perpétuelle évolution, donc avec par contre un gros besoin, une grosse nécessité d'auto-formation. Et donc une des évolutions, c'est aussi la montée en niveau d'études. Donc les DUT se transforment en BUT, donc en bachelor technologique, et en rajoutant donc une année de plus pour justement s'adapter à ces changements technologiques également. Jean-Luc Battista, la maintenance, ça évolue très vite dans votre secteur aussi? Ça évolue, ça peut évoluer en termes de... on parle de numérisation, de réalité augmentée qui peuvent amener et améliorer les capacités d'apprentissage. J'étais à un salon hier, on parlait du geste du peintre qui peut être travaillé dans une réalité augmentée. Mais effectivement, ça n'enlève en rien les fondamentaux, les règles de l'art, les techniques courantes, les principes de base. Une chaîne de code doit être connue. Alors pardonnez-moi d'avoir un langage d'initié, hein, mais voilà, on doit quand même partir sur des bases et des principes. L'apprentissage, les règles d'apprentissage évoluent, mais à partir des fondamentaux qui sont sous contrôle académique, hein, ça c'est important aussi de le rappeler. Et évidemment, après on s'adapte en termes de rentabilité, de performance. Mais effectivement, d'abord on ne va pas renouveler tout le parc de matériel, et j'en sais quelque chose, je travaille quand même sur un avion qui a été conçu, qui a 30 ans d'existence, qui a encore 15 ans d'espérance de vie. Donc, et sur cet avion, par exemple, on a toutes les couches technologiques, avec un porteur qui est un peu ancien, même s'il est très bien entretenu. Et je suis assez objectif quand je parle de l'entretien de cet avion. Et puis par contre, auquel on associe de la nouvelle technologie, de la capacité de détection qui est à un dernier niveau, au dernier niveau de performance. Donc là aussi, je pourrais plutôt parler, l'innovation c'est intéressant comme mot, mais l'évolution, la transition, et doit s'accompagner de principes et de connaissances de base, et tout ça est dans l'apprentissage, avec une interaction.
je voulais juste rebondir parce qu'on parle de ce qui ne fonctionne pas. Je dirais ce qui ne fonctionne pas assez. Il y a des très bons exemples. On a en présence l'aéronautique navale dans la salle, les journées de l'aéronautique navale, des métiers de l'aéronautique navale, des portes ouvertes. Eric porte la licence de maintenance navale et c'est une réussite. C'est un travail de longue haleine. Beaucoup de choses fonctionnent. On a des apprentis performants. On a parlé récemment, qu'on s'arrache d'ailleurs quand ils sont bons. Et le but, c'est de pouvoir élargir cette offre et enrichir cet apprentissage. Le socle n'est pas si mauvais. Le constat n'est pas forcément négatif, c'est en termes de quantité et pouvoir répartir pour répondre à l'offre aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est plutôt cette nuance que je souhaitais apporter en termes de beaucoup de choses fonctionnent. Je pense qu'il n'y a pas forcément à réinventer la poudre, mais à chercher des exemples. Les portes ouvertes, peut-être travailler à la valorisation des métiers, pas simplement une visite d'atelier, mais faire des démonstrations de métiers. Peut-être, je vois tellement, par exemple, dans les émissions, le meilleur pâtissier de France, pourquoi pas travailler sur des exemples de maintenance. Effectivement, on va reparler du chaudronnier, mais le mettre en démonstration d'un métier, c'est beaucoup plus parlant que de l'expliquer longuement. À travers de la valorisation du concours, une certaine compétition valorisante qui peut créer de l'attractivité sur ces métiers. Éric Joffre. Je rejoins complètement les propos de Jean-Luc. On a tout ce qu'il faut pour bien faire. On a des entreprises performantes, des PME, des grandes entreprises. On a des organismes de formation, du public, du privé, de la marine nationale. Il faut juste que la synergie, que la mayonnaise, comme on dit, prenne. Et de façon à ce que tout le monde puisse en tirer bénéfice. Je crois que tout le monde peut y gagner dans cette affaire, aussi bien donc les jeunes que les industriels qui vont venir dans les organismes pour porter la bonne parole. Il faut juste trouver la dynamique et on n'en est pas loin. En tout cas, nous, on commence à mettre en place des actions qui j'espère, vont porter leurs fruits. Le fait de participer à ces assemblées, à ces salons, évidemment, c'est porteur. Il faut effectivement que les jeunes entendent ce message. Là, pour l'instant, on est en train de diffuser un message à des gens qui connaissent les problématiques. Mais il faut effectivement qu'on arrive à faire aboutir ce message aux jeunes et aux parents qui guident leurs enfants dans l'orientation. Alors sachez que cette table ronde est diffusée en live sur YouTube. Elle est aussi donc rediffusable et vous pouvez l'utiliser pour faire passer le message à un public plus élargi. Karim, et après, on va passer la parole à la salle. À la FIM, on avait mis en place, il y a quelques années, un trophée qui s'appelle le trophée Frontinus. Et le principe de ce trophée, c'est on prend un collège, un lycée ou un IUT et une entreprise. Tout ce petit monde se rencontre, découvre les métiers de la maintenance et les filières de formation associées. Et au lieu de rendre un rapport écrit, eh bien, en fait, ils nous rendent une petite vidéo. Donc, il y a un concours régional, puis national. Et l'objectif de départ, c'était de dire, à partir des différentes réalisations, d'ailleurs vous pouvez aller sur le site de la FIM, vous les retrouverez, à partir de ces différentes réalisations, en faire un vrai clip national, mais fait par les collégiens, donc avec bien sûr une petite adaptation de professionnels, pour en faire la promotion. Alors dans ma région, il faut dire que la rectrice était complètement convaincue, et donc sur 13 établissements, on a eu 11 établissements qui ont participé. Donc en Alsace, ça marchait plutôt bien. Ensuite, ça c'est un peu... Et puis là, avec le Covid terminé, on ne pouvait plus rien faire. Donc c'est quelque chose qu'on va peut-être relancer alors dans la région. Moi, je suis dans la mienne aussi, sans doute. Mais il faut que les industriels ouvrent leurs portes. Parce qu'on lui dit, ah non, des jeunes qui viennent, oh, mon Dieu, ils vont tout casser. Et en plus, ils vont filmer. Non. Voilà, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Donc là, il y a des choses qui existent. En 2002, j'avais même commandité une pièce de théâtre qui parlait de maintenance, et elle est d'ailleurs disponible. Vous allez sur pôle-maintenance.fr et vous avez la pièce de théâtre dans son intégralité. L'idée, c'était de dire, on fait une réflexion en troisième, toujours dans le cadre des cours de français, une réflexion sur les métiers industriels avec les profs de français. Ensuite, on amène tout ce petit monde au théâtre, et nous, avec une table ronde, on boucle derrière. Eh bien, tout le monde a trouvé que c'était intéressant. Quand je suis allé voir les branches professionnelles, ah, c'est pas des étudiants qui font ça dans un amphi? Non, c'est une pièce de théâtre avec des acteurs. Vous êtes partant ou pas? Ah, mais tu comprends? Ben non, je comprends pas. Bien. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, des commentaires, des
désaccord peut-être sur cette analyse qui nous a été proposée. On a un futur candidat là-bas. Bon, tout d'abord, merci pour vos interventions là, qui étaient, je trouvais, très sincères, notamment le retour aux fondamentaux, parce qu'on entend tellement parler de nécessité de l'IA, de la numérisation, de la digitalisation, qu'on brouille un peu les cartes de nos jeunes. J'en veux pour exemple, par exemple, aujourd'hui en fonderie, on ne sait plus faire des lisses en France. Donc dans une période où il faut reconquérir une certaine souveraineté, je pense que ces métiers, alors là c'était pour une création, mais pour la maintenance, je pense qu'il y a un sens. Je pense que les jeunes recherchent du sens. Donc c'est des très beaux messages que vous avez délivrés et je m'y reconnais complètement. Donc Philippe Ventos, un Aval Group, j'ai oublié de me présenter. Et ma question concerne justement la façon de faire venir la jeunesse, donc avec des bons messages, aussi bien du corps universitaire que des industriels ou des étatiques. L'alternance, pour vous, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Parce que nous, on a foncé là-dedans, on n'a pas le quantitatif qu'il faut, je crois qu'on est à 300-400 alternants par an maximum. On l'a créé à partir d'une sorte de symbiose avec la voile, donc ça a bien, et j'ai l'impression que ça tâtonne un petit peu, je ne sais pas, au niveau régional, combien d'alternants vous arrivez en maintenance industrielle à obtenir? Alors c'est vrai que ça dépend des régions. Alors il se trouve que, alors, je ne vais pas faire du nombrilisme, mais dans ma région, on refuse du monde. C'est-à-dire que nos formations sont pleines. C'est-à-dire que le message que moi je fais passer, vous avez du mal à recruter? Eh bien parfait, prenez un apprenti, vous le façonnez pendant 3 ans à votre image. Vous n'avez aucune obligation de l'embaucher, mais à vous de participer à nos recrutements, venez et séduisez. Et donc, il y a des endroits où ça marche très bien. Avec cette situation de tension, il faut savoir qu'il y a des endroits où des formations en maintenance vont devoir fermer, faute de candidats, y compris en alternance. Eric. Oui, alors je vais parler de la région toulonnaise que je connais un peu. Je ne pourrais pas dimensionner, je ne pourrais pas donner de chiffres, mais moi, la difficulté à laquelle je fais face, c'est qu'aujourd'hui, on fait l'alternance à l'UT de Toulon. Et bien souvent, on a les contrats, les demandes des entreprises, mais pas les jeunes à mettre en face. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure initialement. On a un problème de recrutement, de vivier, de jeunes bacheliers qui sont séduits par les métiers de la maintenance. Donc aujourd'hui, moi, j'ai plus de contrats que de jeunes. Et ce qui est vrai donc à l'entrée à l'IUT pour ces contrats d'apprentissage sera forcément vrai en sortie, puisqu'on n'arrive pas, et il y a un chiffre qui a été diffusé tout à l'heure, on n'a pas suffisamment de diplômés pour couvrir les besoins du territoire. Oui, moi je vais parler pour l'entité dans laquelle je travaille, la IAQS Pierrefeu, 1000 personnes, on a plus de 35 cette année, on monte. Chaque année, on monte progressivement, on est à 35 alternants, donc bac pro et en études supérieures du BTS aéro jusqu'à l'ingénieur. Donc avec plusieurs spécialités, pas qu'aéro d'ailleurs, ajusteur, donc on va répéter tous les métiers qui sont nécessaires autour de l'aéronautique et qui ne sont pas forcément directement spécialité aéronautique. Alors, je vous réponds clairement, l'alternance, c'est la bonne solution. C'est une des bonnes solutions, évidemment. Elle est éprouvée, elle marche, elle fidélise l'apprenti, elle l'acclimate à l'écosystème dans lequel il peut choisir de travailler. Mais l'alternant n'est pas seul, il a un maître d'apprentissage, un tuteur. Donc déjà, pour l'entreprise, c'est construire son réseau de tuteurs. Donc avec une fibre, avec une volonté de suivre un alternant pendant 2 ans, 3 ans ou 1 an selon les cycles d'apprentissage. Et ça c'est important. Donc déjà, c'est se doter dans une entreprise d'une capacité de pouvoir suivre l'apprentissage tant sur le processus de formation que dans la connaissance métier, dans les tuteurs. Donc déjà, il faut avoir des gens compétents. Aujourd'hui, dans des situations critiques où les compétences s'en vont en retraite, et il faut déjà trouver des tuteurs pour suivre les apprentis. Plus complexité nouvelle, on manque de candidats sur les contrats d'apprentissage qui sont ouverts. Alors, je parle pour mon entité. On peut ouvrir des contrats d'apprentissage. Faut-il encore avoir les candidats et les tuteurs qui puissent suivre un alternant. Donc il y a beaucoup de chantiers à construire sur l'apprentissage. Le modèle est éprouvé et fonctionne. Et autour de ça, la construction du réseau de tuteurs, de parrains d'apprentissage. Je dirais
ce que j'ai cité au départ de mon intervention, qui puisse intervenir aussi en tant que socio-pro dans les organismes de formation, ça serait vraiment l'idéal, parce qu'on a un lien dans l'évolution, dans le suivi de l'apprentissage. Et c'est vraiment les axes à travailler, l'attractivité pour répondre à l'offre d'apprentissage, et puis derrière, la compétence pour suivre ces apprentis à travers leur cursus d'apprentissage. Aujourd'hui, la situation, c'est que les apprentis que l'on peut avoir, on n'a pas la garantie de les garder. Ils peuvent se faire chasser et recruter à l'extérieur de leur cycle d'apprentissage, alors que c'est un investissement. Donc il y a aussi un risque, un frein. On n'a plus de garantie de garder les apprentis, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc voilà, donc il y a vraiment des défis, mais qui ne sont pas insurmontables, qu'il faut travailler point par point, par rapport à ce que je pense avoir cité, et j'espère dans la complétude. Pardon. Non, c'est en complément, c'est ce que je voulais vous dire, puisque moi je suis dans le cadre, alors je vais me faire tirer les oreilles parce que ma fille est devant, où on a eu énormément de mal à trouver une alternance face à l'effacement de l'aide de l'État, mais en tant qu'entrepreneur, qui ont été reconduites, mais en tant qu'entrepreneur, c'est ça, c'est que souvent, il y a une défiance des jeunes qui se disent, oui, mais moi je rentre pour une mission, mais en fait je vais servir de bouche-trou, et des fois, il y a déjà cette conscience auprès de l'alternant de se dire, mais je vais rentrer, mais je vais perdre mon année. Et il y a quand même il n'y a pas que de l'apprentissage qui coûte pas cher. Quand vous êtes en deuxième année, troisième année d'école de commerce, c'est des gros tickets, entre 10 000 et 15 000 euros. Et il y a aussi une conscience maintenant chez ces jeunes de se dire, mes parents m'aident, je dois faire un crédit, mais est-ce que l'entreprise qui m'embauche le fait pour combler un trou ou le fait vraiment pour m'accompagner dans un futur métier dans sa boîte? Je suis désolé, c'est redondant, mais j'avais pris le micro avant que vous expliquiez, et ce point de vue, je trouve ça génial que vous ayez conscience de ce côté de la barrière. Il y a certaines, effectivement, enfin nous, je n'ai pas une grande expérience de l'alternance, mais je vois certains, on travaille avec certaines grandes entreprises, et c'est vrai qu'il y a eu une tendance, et qui est parfois encore existante, où 2 alternants égale un salarié. Hein. Ouais. Olivier. Moi, je vais faire part de l'expérience que j'ai eue en tant que directeur de l'ENSM-BPN, donc l'école qui forme les sous-mariniers et les spécialistes du domaine nucléaire, notamment pour le porte-avions. Et en fait, lorsque j'ai pris la direction de l'école, on s'est retrouvé face à une vraie problématique RH dans la filière ATO, donc les atomiciens de la marine. Et là, on a essayé de réfléchir et se dire, bon, comment on fait pour essayer de combler ce trou? Ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé démarcher les lycées de l'aire toulonnaise, notamment qui formaient des BTS, toute branche qui était potentiellement intéressante pour la filière atomicien. Et on n'a pas fait d'apprentissage. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé un partenariat avec les lycées qui formaient ces BTS-là, en disant, voilà, on va ouvrir en fait 15 places pour l'ensemble des BTS de chacun de vos lycées. Et ces 15 gamins-là, on va les suivre, on va participer au conseil de classe, etc. On va nommer une sorte de mentor au niveau marine qui va les accompagner. On va aussi leur offrir l'internat. On va leur donner une bourse d'études. Et l'objectif, c'est dans 2 ans, c'est directement de leur faire griller toutes les étapes de la progression dans la marine et de les envoyer directement à l'école atomique. C'est-à-dire on leur faisait gagner globalement 6 à 7 ans de cursus de carrière. Et derrière, on avait une perspective de s'acheter comme ça 17 années de compétences dans la filière atomique. Et donc on a mis ça en place il y a 3 ans. Et aujourd'hui, ça marche relativement bien. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des jeunes qui sortent de BTS, qui vont directement à l'école atomique, et qui finalement, en fait, ont ce qu'on appelle aussi la reconnaissance entre guillemets du ventre. Et je pense que cette affaire-là, il faut aussi qu'on y pense tous, c'est-à-dire que quand on s'intéresse à un jeune, quand on arrive à le former, à l'accompagner, quelque part quand même, on est toujours payé. C'est-à-dire qu'effectivement, parmi les 15 gamins qu'on prend dans cette filière-là, globalement, on en perd 4 ou 5, mais les autres, ils sont viscéralement attachés globalement à la Marine nationale et entre guillemets à l'État, et on arrive comme ça à combler le vide qu'on avait jusqu'à présent dans la filière ATO. Et donc il y a l'apprentissage, mais il y a aussi plein d'autres manières finalement d'arriver à attirer les jeunes. Et je répète, à se baser sur un truc qui je pense, qui est important pour un être humain, c'est la reconnaissance du ventre. Et je pense que quand on s'intéresse aux jeunes, quelque part, on est toujours payé. Voilà.
Jean-Yves, et après on doit interrompre notre Juste pour échange. conclure, en tout cas, et en fait, là c'est un appel à la marine, ces personnes qui sont formées, compétentes, qui finissent leur service actif peut-être ils ont 35 ans, ils ont 36 ans, ils ont été formés, ils sont dans la fleur de l'âge, et ben, il faut arriver à structurer cette filière qui est une source de compétences réelles et qui est une chance pour le territoire. Pour les PME. Les gens ont envie de rester sur Toulon, enfin en tout cas sa région. Donc c'est comment est-ce qu'on fait ce que tu as fait toi, et comment est-ce qu'on continue l'histoire pour dire aux jeunes en plus que toi tu vas recruter, ben, après tu as une seconde vie et tu vas être embauché là et là parce qu'ils cherchent des gens comme toi. Savoir innover et puis s'insérer dans l'écosystème. Merci beaucoup, messieurs, de votre témoignage sur cet épineux sujet du maintien en condition opérationnelle et notamment des jeunes qu'il faut attirer vers ces métiers, parce qu'on parle beaucoup d'industrie du futur. Encore faut-il donner un futur à l'industrie, si j'ai bien compris. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes et on va parler d'Europe de la défense avec des écosystèmes internationaux qui sont venus à Toulon et qui vont partager avec nous leur façon de procéder pour dynamiser ces écosystèmes autour de la défense et bien d'autres.